Bonjour à tous et à toutes. Merci donc d'être là. Juste en guise d'introduction, peut-être revenir sur ce qu'on avait vu hier. Et ça me permettra d'introduire ensuite nos différents intervenants. Donc hier, en fait, on a parlé tout d'abord de l'apport des expériences immersives pour les publics. Qu'est-ce qu'apporte finalement l'immersion, déjà en termes d'expérience, donc que ce soit en apport notamment mémoriel, que ce soit en apport neurologique ou sensible, avec aussi les impacts en termes de développement des publics sur lesquels on reviendra pas mal en fait d'ailleurs aujourd'hui. Hier on partageait quelques chiffres, Centre sur Odyssée c'est 230 000 visiteurs, le Bal de Paris, donc on était à 4 000 visiteurs par exemple pour Madrid. Donc on voit en fait qu'il y a un véritable engouement sur ces sujets-là. Quand on parle d'immersion, en fait il y a une multiplicité de formats, on continuera à avoir une multiplicité de formats dans les panels qui vous seront présentés aujourd'hui. Et puis aussi ça nous a permis d'aborder tout un ensemble d'enjeux de conception, de production. On a parlé de modèles économiques, on a parlé aussi de commandes publiques, de financement. Et on a évoqué aussi en filigrane tout un ensemble d'enjeux, notamment en termes d'accessibilité, d'éco-responsabilité. Quels sont finalement en fait les enjeux, les contraintes aujourd'hui auxquels se confrontent ces formats immersifs. Et donc on y reviendra aussi avec notre panel d'intervenants aujourd'hui, où l'idée c'est d'interroger l'attractivité et le développement des publics. Donc je propose d'accueillir Sofiane Bencharif de l'Institut Monde Arabe. Donc si Sofiane veut nous rejoindre, je vous en prie si vous voulez vous mettre ici. Donc qui reviendra sur un format VR, vous pouvez vous installer ici si vous voulez, qui prendra la parole en premier, qui reviendra sur un format VR en fait Horizon de Keops réalisé par Emissive. Et donc ça nous permettra d'aborder une forme d'immersion. Michael Kouzigou, donc ancien directeur de l'Atelier des Lumières, passé chez Moment Factory, consultant aujourd'hui avec un projet donc de proposition nomade immersive, la Art Immersive Box dont il nous parlera tout à l'heure. Philippe Rivière d'Art Explora, ancien directeur du numérique de Paris Musée. Merci. Donc il nous parlera du Art Explorer, un catamaran immersif et du MUMO. Et enfin Adrienne Martins donc des Microfolies, la Villette. Donc, responsable de la programmation. Et l'idée, ça sera de revenir aussi sur ces formats nomades. Donc, comme vous le voyez, on va finalement partir dans ce panel tout d'abord d'un lieu physique, d'un lieu patrimonial qui est l'Institut Monde Arabe, et puis après, on partira sur des formats plus nomades pour voir dans quelle mesure les différentes formes d'immersion peuvent éventuellement attirer, développer des publics, quels en sont les enjeux, quelles en sont les contraintes. Tout ça, on l'abordera ensemble. Donc, je vous propose tout de suite de donner la parole à Sofiane, qui va nous présenter donc une expérience récente qui a été réalisée, l'Horizon de Keops, qui a été accueilli à l'Institut Monde Arabe très récemment. Bonjour. Donc effectivement, on a accueilli au mois de juin de cette année jusqu'au 2 octobre l'expérience Keops, qu'on a fait en partenariat donc, avec la société Emissive. Donc c'est un projet qui a été monté très rapidement, puisque ça s'est fait à peu près en 2 mois. Donc c'est un projet que Emissive avait construit. Je vous laisse peut-être voir la bande-annonce du projet. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qu'on a reçu un peu clé en main à l'Institut du Monde Arabe. Donc du coup, on a eu beaucoup d'interrogations sur la faisabilité à la fois en termes de délai,
mais également sur des questions sur est-ce que ce type d'expérience a sa place dans un musée, sur la question du discours scientifique aussi, est-ce qu'il était irréprochable, quel public ça peut attirer ce type d'expérience, et beaucoup aussi d'échanges sur la tarification. Donc on a eu un bon moment de réflexion malgré les délais très courts, parce qu'on ne savait pas trop, au départ en tout cas, le contenu du projet, mais on avait aussi l'avantage de pouvoir le voir pour le valider et y apporter d'éventuelles modifications avec Emissive. Donc du coup, cette expérience, quand on l'a validée, on s'est rendu compte que la qualité était là, à la fois d'un point de vue technologique et scientifique, puisque Emissive avait quand même travaillé avec la chaire d'Harvard d'égyptologie. Nous-mêmes, on a des spécialistes aussi dans ce domaine et on a aussi échangé avec le musée du Louvre sur le sujet. On trouvait que ce projet était en lien avec la mission de l'IMA, puisqu'il est axé sur le monde arabe. Et de plus, l'IMA n'était pas à sa première expérience dans ce domaine, puisqu'en 2017, on avait accueilli The Enemy, qui était une expérience aussi immersive qu'Emissive également avait réalisée en partenariat avec France Télévisions. Et plus récemment, en 2018, Cité millénaire de Palmyre à Mossoul, qui était une reconstitution 3D de vestiges qu'on avait monté en partenariat avec Iconem. Donc voilà, c'était donc pour nous un peu évident de faire ce projet. C'est un projet d'été aussi pour nous. Voilà, donc ça a été aussi une décision parce que c'est pas une exposition, c'est un projet que nous on voulait d'été parce qu'on pensait plus ludique, bien que la partie scientifique soit incontestable, mais on pensait aussi vouloir attirer un public plus familial, un public touristique pendant cette période. Bon, l'Institut du monde arabe, c'est pas le premier lieu qu'on va voir quand on est un touriste. Il y a beaucoup de lieux à voir, donc ce type d'expérience, d'expérimentation peut s'inscrire tout à fait comme une expérience ludique pour un large public. Et puis, je pense que l'avantage qu'il y a, c'est l'Égypte. Donc, l'Égypte attire les jeunes et les adultes et de 7 à 77 ans. Donc, on a foncé, on a monté le projet en 2 mois, on a mis un plan de com assez ambitieux avec beaucoup d'affichage. On a eu tout de suite beaucoup de radio, beaucoup de télé. Et en fait, ça a pris assez rapidement. On a rempli les jauges très vite. Alors c'est vrai que dans ce type d'expérience, c'est pas une exposition, on fait pas des milliers de visiteurs par jour, hein, c'est pas possible. Déjà, donc on était sur des jauges qui étaient quand même importantes, puisqu'on est monté jusqu'à 140 personnes par heure, donc 70 par demi-heure, donc c'était assez important. Bon, je vous dis pas que tout s'est bien passé, hein, puisque c'était, je peux pas le dire, parce que bon, c'était aussi une technologie qui s'est adaptée au fur et à mesure. Donc c'était un peu l'échange avec Emissive, hein, c'est qu'ils apportaient une expérience nouvelle, et c'était l'opportunité pour eux d'avoir un espace dans un musée pour pouvoir en développer aussi. Testé entre guillemets, donc on a eu des bugs. Néanmoins, la satisfaction du public était là. Hein. On a eu 95% de taux de remplissage, essentiellement des réservations en ligne. Il y a eu des moments, comme je l'ai dit, difficiles, mais le public ressortait après 45 minutes. Le public ressortait assez étonné, agréablement étonné. Et ce qu'on a constaté, donc on a atteint l'objectif du public familial, mais le fait que ça soit passé à l'image, je pense que ce qu'on a vu, hein, ce qu'on a entendu des personnes, notamment des seniors qui accompagnaient les enfants, parce que voilà, beaucoup de grands-parents sont venus avec leurs petits-enfants, ils ne s'attendaient pas à ça en fait. Ils sont venus voir les pyramides, mais certains pensaient trouver des objets, certains pensaient voir des écrans.
Et c'est vrai que la notion d'expérience immersive, aujourd'hui, ça a été très difficile. Donc même dans le vocabulaire, nous, quand on vendait, les gens disaient tous exposition immersive. Non, c'est pas une exposition. Et pour le public, aujourd'hui, ça reste très flou. Il y a tellement de propositions différentes, et donc ça a été difficile quand même en termes de communication. Donc il y a eu un effet de surprise aussi qui a été très important. C'est-à-dire que le public arrivait, notamment, et ne savait pas à quoi s'attendre. Et je pense que peut-être certains ne seraient pas venus s'ils savaient qu'ils allaient être équipés de casques, de sacs à dos, puisque quand même cette expérience, elle nécessite un certain matériel, mais ils ressortaient subjugués. Donc le fait que ça soit passé, je pense, dans une institution culturelle, fait qu'on a eu un public qui n'était pas forcément un public qui n'était jamais venu à Lima, puisque on a près de 60% des publics qui étaient déjà venus à Lima. La majorité sont venus pour des expositions, donc ce n'est pas un public totalement renouvelé. On a eu, bien entendu, une forte représentation de touristes, puisque la presse internationale en a parlé. Il y a eu, comme sur toute exposition, des primo-visiteurs qui sont venus. Là, on mesure à 40%. D'habitude, c'est plus de l'ordre de 30%. Mais on a attiré un public qui n'était pas venu depuis très longtemps aussi, depuis 4-5 ans, qui est revenu. Un public de seniors, comme on dit. Donc, ce n'est pas une révolution, en tout cas pour nous, la question du public. Certes, ça attire un public familial, beaucoup de jeunes. C'est aussi le moyen, effectivement, d'intéresser des jeunes à la culture, à des pays, à une nouvelle découverte. Et c'est comme ça qu'on l'a pris. D'ailleurs, bon, dans les statistiques, on voit qu'on a plus de 65% des personnes qui sont venues en famille. Bon, le taux de satisfaction a été comme 95%. Donc, on a réalisé des études. On a eu près de 2500 retours, donc bon, il y a toujours des biais sur les études, mais en tout cas, à la fois sur les livres d'or, à la fois sur TripAdvisor, à la fois sur tous les supports d'écoute du public. Voilà, il y a une grosse satisfaction, la qualité, le voyage unique. Pourquoi recommanderiez-vous l'expérience? On a eu vraiment que des expériences, que des réponses positives. Bon, alors, j'ai noté des points de vigilance, parce que bon, on a été un peu plongé dans cette expérience, comme je l'ai dit, assez rapidement. Bon, il y a la question de la tarification. Ça a fait débat. Le président Jacques Lang ne voulait absolument pas d'une tarification qui sorte de ce qu'on pratique habituellement, c'est-à-dire des billets à 12 €. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec Émissif, beaucoup de discussions internes, parce que bon, les tarifs, c'était entre 24 et 29 € pour que le projet soit viable et couvre l'ensemble des dépenses. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup de technologie, donc c'est des projets, bon, je pense que c'est des choses qui ont été abordées, c'est des projets coûteux, donc s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas de mécénat, etc., c'est compliqué. Bon, néanmoins, finalement, on est resté sur des niveaux de tarifs relativement élevés, c'est-à-dire entre 24 et 29 €, avec des tarifs spécifiques pour tout ce qui est public du champ social. Donc on a mis en place des partenariats, et donc avec des offres spécifiques sur le champ social. On a aussi mis un certain nombre de billets sur le Pass Culture, et une tarification et puis un lot de billets sur les jeunes. Mais la question du tarif reste quand même un questionnement important. Néanmoins, on a rempli. Alors peut-être qu'il y a des catégories de public qui ont été un peu oubliées par rapport au volume qu'on a eu, mais on a essayé de faire des efforts pour essayer de cibler aussi des publics qui ne pourraient pas venir et qui ne pourraient pas se payer cette expérience à ce prix-là. On a été nous-mêmes surpris de voir que ça se remplissait. Mais voilà, donc c'est vraiment une question importante. L'organisation de l'accueil, ça a été sportif, très sportif, bon, parce que c'était beaucoup de monde, beaucoup d'attentes. Donc il suffisait qu'il y ait des bugs pour que l'attente soit longue parfois. Néanmoins, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le public était satisfait après. Donc il y a toute une gymnastique de nettoyage des casques, de remise en état des batteries, tout ça. C'est assez lourd à gérer. Donc il faut du monde pour aller vite. Et puis en période Covid, je ne sais pas si ce type d'expérience sera facile et possible pour les gens, parce que quand même on met des casques. Alors, il y a différentes technologies. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'à terme, les ordinateurs parce que là, il y avait quand même un ordinateur qu'on mettait sur le dos, plus un casque VR. Bon, pour une qualité exceptionnelle. Donc, mais je crois que les ordinateurs vont être un peu délaissés pour ne garder
que le casque, avec peut-être une technologie enfin un rendu un peu moins qualitatif, mais c'est vrai que la question du matériel a parfois posé un problème. Les enfants, moins de 6 ans, 7 ans, ne peuvent pas faire ce type d'expérience avec ce matériel-là. Certaines personnes âgées rencontraient aussi des difficultés. Donc voilà, la question de la technologie, de la technique, de l'équipement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, en tout cas dans les différentes offres qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. La zone de décompression, ce que j'appelais une zone de décompression, et en fait on s'est rendu compte sur le terrain que quand les gens sortaient, ils étaient un peu étourdis, ils étaient à la fois très heureux d'avoir vécu ça, et hop, allez, vous repartez. On n'avait pas prévu, comme on l'avait fait pour The Enemy en 2017, une zone de décompression où les gens peuvent se poser un petit moment, échanger peut-être avec quelqu'un, et je pense que c'est nécessaire et indispensable. C'était long, c'était quand même 45 minutes. 45 minutes, c'est quand même beaucoup, enfin, de ma petite expérience dans ce domaine-là. Et donc les gens avaient besoin un peu de partager, un peu de se retrouver à la sortie de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire. On a mis quelques sièges à la fin, mais ça me paraît nécessaire et indispensable d'avoir un espace à la sortie qui permette aux gens de se poser avant de repartir. Donc là, les gens repartaient. Donc peut-être un environnement qui soit lié à l'événement qu'on propose et qui permette aux gens de se poser. Bon, j'ai mis quelques références sur le réseau électrique, la puissance du Wi-Fi, parce que c'est quelque chose qui a été quand même, qui nous a causé pas mal de soucis, notamment sur le Wi-Fi. Alors bon, après le bâtiment de Lima, c'est de l'alu, etc. Il y avait peut-être des questions d'interférence, mais je sais que ça a posé quand même pas mal de soucis là-dessus. Voilà. Donc en conclusion, on était très heureux de recevoir ce projet. Avec Emissive, ça s'est très bien passé. On a mis en place un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant. La relation a été très fluide et le résultat, en tout cas, était satisfaisant pour tout le monde. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre expérience. Merci beaucoup, Soufiane. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est de voir aussi, déjà ces premiers retours où globalement on est à peu près sur les mêmes publics qui sont accueillis actuellement à l'Institut du monde arabe, donc il n'y a pas forcément en fait une diversification. Néanmoins, on le voit, l'expérience en fait à accueillir est pas forcément évidente. Il y a tout un ensemble de contraintes, contraintes d'espace, contraintes techniques, contraintes d'organisation, et ce qui fait penser certains musées et certains autres opérateurs à d'autres formats. Je pense notamment à Michael Kouzigou, donc, qui est en train de réfléchir, enfin qui est en train de lancer une Immersive Art Box. Donc tu vas pouvoir nous en parler dès maintenant. Merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je vais essayer d'être assez synthétique parce que je suis parti dans une présentation finalement assez longue. J'ai la chance d'ailleurs de donner des cours à Sup de Pub dans un master marketing de la culture et des arts. Et en fait, je me suis lancé un peu dans un cours, mais en fait, c'était intéressant je pense pour nous d'échanger sur ce qu'est aujourd'hui, ce qu'est le marché aujourd'hui des expériences immersives et comment on définit aujourd'hui l'immersif. Alors, on va pouvoir passer. Si tu veux, on peut changer de place. Si tu veux que comme ça sera plus facile pour toi. Alors, donc j'ai eu la chance effectivement d'essuyer les plâtres de ces expériences immersives avec l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières que vous connaissez, j'imagine, à Paris, dans le 11e arrondissement. Au départ, l'Atelier des Lumières, on devait accueillir 300 000 visiteurs par an. Donc on était configuré en termes d'équipe, en termes d'organisation pour accueillir 300 000 visiteurs par an. Puis au bout de 10 mois, en 2018, on a accueilli 1,4 million de visiteurs. Donc, en fait, on a été submergé par l'appétence du public pour une nouvelle proposition culturelle à Paris. Donc, effectivement, tout ça, ça fait partie d'un mouvement des expériences immersives. Et ensuite, quand j'ai quitté l'Atelier des Lumières en fin 2019, je suis parti à Montréal. J'ai travaillé en tant que producteur chez Moment Factory, qui est
très gros studio de création multimédia. Et j'étais en charge de développer justement des projets d'expérience et d'exposition immersive plutôt en Amérique du Nord. Donc j'ai pu voir tout l'écosystème qui commençait à poindre dans ce marché nord-américain. Alors aujourd'hui, quand on parle d'expérience immersive, moi je distingue plusieurs activités. Il y a les centres d'art expérientiel. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu ce que fait TeamLab, qui était venu à la Villette. Donc là, on est plutôt dans une proposition d'art numérique un peu contemporain. Donc il y a plusieurs centres qui se sont déjà développés à l'international. En Amérique du Nord, on peut citer Superblue, évidemment les TeamLab, Artec House aussi aux États-Unis. Donc là, on est vraiment dans une proposition, je dirais, contemporaine et assez expérimentale. Ensuite, on a le marché plutôt des expositions immersives, un peu à la manière de Atelier des Lumières. Il faut distinguer dans les expositions immersives les lieux permanents, type Atelier des Lumières, donc des musées qui se sont construits, enfin des musées, des centres d'expérience immersive plutôt, et donc lumière permanente ou des marchés aussi en tournée. Il y a les expériences en réalité virtuelle dont on vient de parler évidemment, le succès de Kéops, le succès de Notre-Dame, Éternelle Notre-Dame à la Défense. À Montréal, moi j'ai eu la chance de voir l'infini d'un studio incroyable donc à l'Arsenal sur une expérience sur l'ISS dans l'espace, et Carnegie Arena qui est une très belle expérience aussi du réalisateur Inarritu, qui est une expérience en VR d'un migrant mexicain. Vous mettez à la place d'un migrant mexicain qui doit passer la frontière. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas une expérience pour tous les publics et c'est vraiment incroyable. Donc en fait, on voit aussi la puissance du récit que peut amener et de l'expérience que peut amener la réalité virtuelle. Et puis il y a le théâtre immersif dont on parle assez peu, mais en fait qui est vraiment aussi en train d'émerger, notamment avec Punch Drunk, qui est une compagnie anglaise qui s'est aussi développée aux États-Unis avec des pièces qui sont jouées directement au milieu du public. Et je pense notamment à Sleep No More, qui est une expérience extraordinaire dans un hôtel où en fait là vous êtes directement au cœur de l'action et vous passez de chambre en chambre. Il rejoue Hamlet, mais en version contemporaine. Et pareil, c'est pas pour tous les publics, mais il y a vraiment une appétence des visiteurs pour ce type d'expérience. Les expériences immersives aujourd'hui, d'après une étude de Grand Search, c'est 10 milliards de dollars par an. C'est un marché qui est quand même très porteur. Et ça, c'est hors expérience dans les parcs de loisirs. Parce que si on rajoute les expériences dans les parcs de loisirs qui se mettent aussi à l'immersif, là on est plutôt sur 60 milliards de dollars par an. Et c'est surtout un taux de croissance qui est estimé à 35% par an, au moins jusqu'en 2028, ce qui est assez énorme dans l'industrie culturelle aujourd'hui. Donc c'est pas un gadget, c'est pas un phénomène de mode. Le marché des expériences immersives culturelles, c'est un vrai marché et qui va être de plus en plus présent dans notre quotidien de loisirs et de découvertes culturelles. Je vais rapidement, donc, je donne quelques exemples de centres qui se sont montés. Donc 2,5 millions de visiteurs à TeamLab Tokyo, parce qu'ils ont fait leur propre musée, ils en ont fait d'autres aussi en Asie. 1,4 million de visiteurs à l'Atelier des Lumières, 600 000 visiteurs à Arte Museum sur l'île de Jeju, en Corée, et 1,1 million de visiteurs sur les Artec House aux États-Unis. Ici, vous avez le développement justement en très peu d'années. Donc, on compte à peu près 75 nouveaux sites immersifs dans le monde entier en seulement 4 ans, ce qui est vraiment incroyable. Donc, vous avez quelques exemples ici entre Superblue à Miami, Ideal à Barcelone, Frameless qui vient d'ouvrir à Londres, The Loom à Melbourne, voilà, le Grand Palais Immersif évidemment qui vient d'ouvrir. Donc on voit que c'est un nouveau marché qui gagne aussi le cœur des villes et des grandes métropoles notamment. Vous avez donc ces expériences aussi qui partent en tournée. La problématique de ces expériences qui partent en tournée aussi, c'est que on a des investisseurs qui ont senti le filon et évidemment ils se sont engagés dans la production d'expériences immersives. Alors évidemment tout le monde a plongé dans Van Gogh parce que Van Gogh c'est libre de droit, donc on se retrouve avec des productions de plus ou moins bonne facture, on va dire. Mais en tout cas, ça attire énormément de monde. Et la première que vous voyez, Immersive Van Gogh,
qui est porté par Lighthouse Immersive. Ils ont commencé en 2019 et en 2021, juste sur une année, ils ont accueilli 5 millions de visiteurs aux États-Unis, donc à travers une tournée dans 40 villes des États-Unis. Donc c'est pour montrer l'appétence du public pour ces expériences. Mais la problématique, c'est qu'on se retrouve avec du Van Gogh aussi à tous les étages. La problématique de la tournée, c'est qu'ils doivent aussi adapter leur contenu aux lieux qu'ils vont louer dans différentes villes, donc les centres de congrès, des halles d'exposition. Donc quand on est en vidéoprojection, vous devez installer vos vidéoprojecteurs et puis vous avez un contenu, mais qui ne peut pas être joué exactement de la même manière qu'à l'Atelier des Lumières ou au Bassin des Lumières à Bordeaux. Donc à chaque fois, il faut une réadaptation. Et c'est une réadaptation qui peut coûter aussi beaucoup d'argent. Donc c'est une problématique en fait pour eux, quand ils partent en tournée, de devoir adapter parfois leur contenu pour les lieux qu'ils vont occuper, en plus d'une manière temporaire. Alors nous, notre constat pour développer notre projet, c'est vraiment, l'idée c'était de créer vraiment une offre culturelle immersive, plutôt de proximité. Aujourd'hui, vous avez sur le marché justement des expériences immersives. Tout est quand même bien concentré à Paris. Il y a une offre qui est pléthorique à Paris, sauf que toute la France n'habite pas à Paris. Et aujourd'hui, il y a aussi une vraie fracture, je dirais, d'accessibilité à ces expériences-là, parce que si on ne va pas à Paris, on ne peut pas profiter de nouvelles expériences immersives. Donc, il y a une nécessité de créer une offre plutôt mobile. Donc, notre vision, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux expériences immersives pour un public justement éloigné de l'offre culturelle innovante. Et pour ça, donc, on s'appuie un peu sur le marketing du cirque, entre guillemets. Donc vous avez des villes, des territoires en région qui cherchent aussi de l'événement culturel, qui cherchent à redynamiser aussi des centres-villes. Vous savez que dans les grandes métropoles de région, souvent les élus ont développé les périphéries en installant des centres commerciaux. Donc aux grandes dames de certains acteurs locaux de centre-ville. Et donc on a une nécessité de redynamiser aussi ces centres-villes. Et ça peut passer par l'action culturelle. Et quand on veut passer par cette action culturelle-là, il faut faire des propositions qui soient différentes, qui soient, pourquoi pas, itinérantes, éphémères. Et ce côté éphémère, pour nous, est important parce qu'il participe aussi à cette forme d'éco-durabilité. C'est qu'aujourd'hui, on s'interroge sur la pertinence de... Évidemment, il faut créer des équipements culturels, mais est-ce qu'on doit encore investir des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans des énormes vaisseaux culturels en région ou à l'étranger, avec les problématiques climatiques que ça représente, de matériaux et de gestion, parce qu'il faut la climatisation, l'électricité, voilà. Donc, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller vers des propositions plus éphémères, plus mobiles, plus itinérantes? Donc c'est plutôt vers ça qu'on souhaite aller. Donc l'idée, c'est qu'on aille sur différentes places, qu'on s'installe dans différentes places de centre-ville. Donc vous voyez, vous connaissez certainement toutes ces villes. Et aujourd'hui, on a un marché des métropoles, évidemment, ciblé, qui est assez intéressant. Et l'idée de la box, c'est qu'on puisse en faire une première en France et qu'on puisse ensuite la développer dans d'autres pays, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Donc c'est une expérience mobile qui est temporaire, donc on reste 1 à 2 mois dans chaque ville. C'est une expérience qui est montable, le bâtiment est montable, démontable très rapidement. C'est éco-responsable parce pour créer le bâtiment, on utilise des matériaux qui sont déjà développés, comme par exemple tout simplement de l'échafaudage. Et à l'intérieur, on a, donc pour l'expérience, c'est une expérience en 360 degrés, en vidéoprojection. On parlait évidemment de la VR. On ne s'interdit pas évidemment de faire venir des expériences VR dans notre box pour permettre au public de découvrir aussi ces expériences-là. Ces expériences qui vont durer une 50aine de minutes, mais l'idée c'est qu'on soit plutôt sur des contenus de court-métrage et que la box soit aussi un outil de développement, de création pour des écoles, pour des étudiants en motion design, pour tester des formats. Parce que la nécessité qu'on va devoir avoir pour ce projet-là, il faut réécrire un peu ces expériences. Il faut les écrire plutôt parce qu'on part vraiment de zéro et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un master réalisateur ou directeur artistique d'expérience immersive qui existe. Donc il va falloir, c'est un nouveau métier. Et c'est toute la contrainte
que l'on parle depuis ce matin, ce dont on parle depuis ce matin, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de formation. Il va falloir former aussi des professionnels pour accompagner ces projets-là et nous permettre de développer des contenus adéquats. Donc voilà, alors ça c'est la version, je dirais, de travail. Donc il faut imaginer une boîte qui n'aura pas cet aspect-là. C'est juste pour vous montrer un peu l'esprit. Mais voilà, on est sur une boîte qui fait à peu près 600 mètres carrés, qui fait 9 mètres de haut, qui est montable, démontable. Et à l'intérieur, on a donc une salle de diffusion. Alors je passe un peu tous les détails, mais on a une salle de diffusion avec des vidéoprojecteurs. L'idée étant de travailler vraiment sur l'immersion. Et quand on doit travailler sur l'immersif, en fait, quand vous vous retrouvez dans une salle ici comme celle-là, rectangulaire, si vous diffusez sur plusieurs écrans, parce que quand vous reprenez par exemple un documentaire, vous avez des images en 4/3 ou en 16/9, vous ne pouvez pas les étirer à l'infini pour pouvoir les plaquer et pour faire une seule image. C'est impossible. Donc soit il faut tourner en 360 avec des systèmes de caméra spécifiques, soit il faut aller sur des nouveaux logiciels type Unreal Engine 5 qui nous permet aujourd'hui de créer des environnements très réalistes ou même d'utiliser des scans de patrimoine et pour pouvoir faire de la 3D en temps réel. Donc tout ça, c'est des nouveaux outils. Donc en fait, on est en train d'essuyer les plâtres aussi. On est en train de développer. Il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement pour tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais évidemment, on voit aussi l'appétence du public pour ça. Donc il faut qu'on construise, quand on parle d'immersif, il faut qu'on construise une narration qui permette au public de s'immerger à l'intérieur d'une histoire. Donc il faut que ce soit construit en termes de scénario. Il faut que ce soit des réalisateurs, mais pas forcément des réalisateurs de cinéma, qui sont souvent dans le cadre. Il faut être hors cadre. Il faut penser 360. Donc des réalisateurs qui viennent du jeu vidéo ou de la VR, c'est des gens qui pensent en 360. Donc pour nous, c'est très utile. Et donc il faut avoir une faculté à mettre en espace ce type de contenu et de raconter une histoire. Donc vraiment, là, le champ est libre en termes de création. Je vous parle quelques images. On a une démarche RSE donc, qui sera quand même au cœur de notre projet. Donc, on parlait du bâti, le transport ici. Donc l'idée, c'est qu'on s'associe avec un transporteur qui sera labellisé Objectif CO2, qui fait tourner ses camions au biogaz et voilà, d'autres énergies non fossiles, donc nous permettant quand même d'avoir un impact CO2 le plus minime possible. Le choix de la vidéoprojection aussi, c'était un choix technologique écologique, parce qu'au départ, on pensait pourquoi pas utiliser des murs de LED, que vous connaissez certainement aussi, sauf que ces murs de LED-là, c'est une véritable horreur écologique, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est fabriqué en Chine, c'est beaucoup de problématiques autour de ces équipements-là, très lourds à transporter aussi. Donc on est revenu à quelque chose de beaucoup plus soft, avec un système de vidéoprojection, avec de nouveaux vidéoprojecteurs qui consomment aussi beaucoup moins d'énergie qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années. On a une démarche aussi qui sera au cœur de notre projet, une démarche vraiment de réinsertion aussi par l'emploi. L'idée, c'est que quand la box va arriver dans une ville, bien en amont, on veut être en relation avec des associations de réinsertion. L'idée, c'est de former des gens pour l'accueil. Évidemment, on va embaucher ces gens, même pour un temps court. Mais l'idée, c'est de faire venir ces gens ou de les faire revenir à l'emploi grâce à leur participation à la venue de la box dans leur ville. Donc voilà, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour ce projet. Et je crois que j'en ai terminé. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Mickaël. Hop, on fait un petit transvasement. Donc, oui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est déjà sur le marché, c'est de revenir sur ce point en termes de contenu. Effectivement, en 2019, on avait fait une étude sur 50 expositions numériques immersives. On s'était rendu compte qu'il y en avait 19 qui traitaient de Van Gogh. Donc oui, effectivement, en termes de contenu, heureusement, vous avez pu le voir hier et aujourd'hui, il y a quand même une diversité d'approches et d'œuvres, heureusement, beaucoup plus riches que ça, quoi. Et c'est en train vraiment de se développer. Deuxième chose, c'est sur les enjeux de la distribution. On en a pas mal parlé hier, et puis là, c'est une des réponses qui est apportée. Ce qui est
Marrant, c'est mon associé qui dit souvent, en fait, on réinvente le cinéma, quoi. En fait, enfin, finalement, on est en train de réinventer le cinéma ambulant avec cette logique de plateau. C'est assez intéressant. Et puis de montrer aussi tous les enjeux en termes d'éco-responsabilité, d'accessibilité, de compétences, de formation, tous les nouveaux outils aussi qui sont en train de se développer. Enfin, tout ça est tout à fait passionnant. Et donc, sur ces propositions, en fait, finalement, nomades, il y a d'autres propositions itinérantes, mais sous d'autres formats, et ce qui permet de donner la parole à Philippe, qui va nous parler d'Art Explora et ses différents projets. Bonjour à tous, c'est bon, ouais. Je suis Philippe Rivière, je suis directeur du numérique chez Art Explora. Art Explora est une jeune fondation qui a été créée il y a 3 ans et qui travaille sur des missions d'intérêt général telles que l'accès à la culture au plus grand nombre et le soutien à la création contemporaine. Donc, après avoir dit ça, c'est bien sûr c'est les missions qu'ont toutes les institutions culturelles d'art moderne et contemporain au global. Donc, on se positionne tout de même comme une fondation qui utilise le numérique pour reformater un petit peu la manière dont les institutions travaillent sur la présentation numérique de leur collection et aussi trouver des nouveaux moyens d'interaction avec nos publics. Pour ce faire, on a différents projets. Donc là, aujourd'hui, je vais évoquer nos projets itinérants. Donc tout d'abord, un projet sans beaucoup de numérique, mais qui est quand même immersif par lui-même. C'est le projet que l'on mène en partenariat avec le Centre Pompidou et le MUMO. Donc le MUMO, c'est l'association Musée Mobile. Donc on a lancé tous les 3 ensemble en juin dernier ce dispositif qui est donc un musée dans un camion pour présenter des expositions à travers la France. Une exposition dure environ 6 mois. Elle est proposée par les conservateurs du Centre Pompidou. Donc c'est vraiment des vraies œuvres qui sont présentées dans le musée. Et donc ça reste une surface relativement petite, vous avez des images. Et donc on présente entre 20 et 25 œuvres par exposition. Donc ce qui fait que le fait de rentrer dans ce camion, qui là encore est positionné vraiment sur les places publiques de chaque ville et village dans lequel l'itinérance s'inscrit. Donc on est immergé avec une vraie proximité aux œuvres. La première cible de ce dispositif, ce sont les scolaires. Donc on s'inscrit vraiment dans tout le réseau éducatif à l'échelle des villes et des régions pour, en journée, faire venir des groupes de scolaires. Donc c'est un petit groupe de scolaires, c'est divisé, les classes sont souvent divisées par 2, qui vient donc visiter ce lieu. Donc voilà, c'est un petit lieu, une vraie proximité, des assises, c'est un musée dans lequel on se sent bien, un musée dans lequel on est vraiment très proche des œuvres et avec une médiation très forte dans l'accompagnement, donc une immersion sur les œuvres et sur le propos de médiation qui accompagne les œuvres. Donc ce projet est vraiment un projet à long terme. Il a été lancé en juin, on est déjà à la 2e exposition. Et donc chaque exposition visite 4 à 5 régions en France en s'inscrivant dans le territoire, donc des villes avec moins d'offres culturelles, voire des petites villes avec très peu d'offres culturelles. Donc en journée, ce sont les scolaires et les enfants reviennent le soir et le week-end avec les parents pour leur faire visiter ce qu'ils ont vu. Mais aussi, bien sûr, il y a des ateliers créatifs pendant que la deuxième moitié de la classe fait la visite. Et donc, après, pour montrer un petit peu ce qu'ils ont fait, vu que certaines sont exposées sur la petite extérieure que vous voyez en haut au centre. Notre deuxième projet itinérant est un petit peu ambitieux et techniquement aussi immersif, c'est notre bateau Art Explorer. Donc c'est un immense catamaran voilier, donc un catamaran de 47 mètres de long et de 17 mètres de large. Et le mât fait 55 mètres, donc vous voyez, la signalétique sera un petit peu facile. Et donc ce catamaran a été pensé par notre fondateur, Frédéric Jousset, qui est un grand fan de voile, et par le fait que 60% de la population mondiale vit à proximité des côtes. Et donc, on a pensé qu'un bel outil culturel en cabotage pouvait être intéressant pour aller à la rencontre des populations le long des côtes. Là, bien sûr, on est à Marseille, mais il n'y a pas que des... Non, on va revenir.
On va donc il n'y a pas que des grands ports, et on va bien sûr s'arrêter dans des ports beaucoup plus petits que celui de Marseille, pour proposer justement ces nouveaux points de contact dont je parlais avec le numérique, pour montrer un petit peu différemment la culture. Donc le dispositif bateau fait partie d'un dispositif beaucoup plus grand. On va se concentrer sur le bateau tout à l'heure, mais donc le dispositif, c'est ce grand voilier qui est accompagné d'un village culturel dont vous voyez des premières ébauches sur cette image, qui est donc un village temporaire, montable, démontable. On se rapproche du côté événementiel que décrivait Michael juste avant. Donc, vu que nos étapes durent environ 15 jours, et donc on a ce village qui est montable, démontable en un temps record et qui propose des expositions d'art physique, entre guillemets. Donc, on aura des expositions d'art contemporain sur des thématiques propres à l'itinérance. Chaque itinérance aura un contenu différent sur le bateau et dans le village. Donc, dans le village, les contenus qui seront proposés, ce seront une exposition sur l'environnement en Méditerranée à travers la vision d'art contemporain. Il y aura un pavillon photo pour proposer une exposition sur la thématique de la migration, la thématique indispensable en Méditerranée, et d'autres typologies de pavillons, comme un pavillon VR qui proposera différentes typologies d'expériences culturelles VR, là encore toujours en lien avec le territoire, donc la Méditerranée sur un spectre culture au sens très large et environnement, mais aussi après donc des pavillons pour des workshops. Au centre, vous voyez qu'il y a une agora qui sera utilisée aussi bien pour des workshops que pour des concerts le soir, des DJ sets ou de la danse, vu que au-dessus du festival, dans la couche supérieure encore, au-dessus du village, il y a un festival culturel qui est co-créé donc avec des artistes locaux dans chaque pays pour là encore travailler vraiment avec la scène locale. On travaille avec des commissaires locaux ou des institutions locales qui vont organiser du contenu dans une partie du village, mais aussi tout le festival sur les 15 jours de l'itinérance pour vraiment s'inscrire sur le territoire et faire une vraie valorisation et mise en avant des artistes locaux. Bien sûr, il y a aussi tout un pan des publics, vu qu'on s'inscrit 6 mois avant l'arrivée du bateau dans un réseau éducatif, associatif, ONG, grâce à nos contacts locaux, donc les institutions ou les commissaires qui nous pointent un petit peu quelles communautés vont être intéressantes pour le projet, et donc venir leur proposer des outils numériques d'ateliers, aussi bien que des choses plus tangibles, donc pour s'inscrire sur le long terme, pour faire que cet événement soit bien sûr le climax du projet, mais qu'il y ait une montée en puissance auprès des audiences que l'on veut toucher. Donc, l'expérience à bord du bateau, comme je vous dis, donc on est jeune, ça a été un vrai work in progress. Et après s'être rendu compte que des œuvres ne seraient pas possibles à bord du bateau pour des questions d'assurance, entre autres, on est parti sur du tout numérique. Et pour construire ce tout numérique, il y a 3 étapes à bord du bateau. La première étape, c'est le pont arrière, donc un pont arrière extrêmement grand. C'est une salle immersive dont vous voyez le plan juste maintenant et que je vais vous décrire un peu. Et après le pont supérieur où on proposera une autre expérience. Donc Art Explora a une particularité, c'est qu'on n'a pas de collection, donc tout ce que l'on fait, on le fait en partenariat avec des commissaires, avec des institutions, avec des experts. Et pour le contenu de cette exposition que l'on va proposer sur le bateau, on travaille avec le musée du Louvre en leader, mais qui ne travaille pas seul. Donc on a choisi d'autres co-commissaires avec le musée du Louvre, avec différentes expertises et toujours reliées à la Méditerranée. Donc on a par exemple Nicolas Saada, qui va donc un réalisateur qui pense encore en 2D et en 16:9, mais du coup on est accompagné par une société canadienne pour penser en 360 le contenu qui sera produit par ses co-commissaires. On a Sidi Larbi Cherkaoui, qui est un chorégraphe belge-tunisien. On a Simone Fatal, qui est une artiste contemporaine libanaise, et on a Daniel Mendelssohn, un grand spécialiste du monde gréco-romain classique. Donc ce pôle de co-commissaires crée un contenu sur la thématique de la représentation des femmes dans les cultures de la Méditerranée. Puis après, donc, ce contenu qu'on va recevoir d'ici quelques jours, donc on va le remettre en forme. Comme je vous dis, Art Explora se positionne comme reformateur de contenu d'experts. Donc on va le reformater pour pouvoir proposer 2 formats à bord du bateau. D'abord sur la première étape de visite, qui est le pont arrière, un format audiovisuel qui sera monté d'une manière
contemporaine, donc plutôt réseaux sociaux que documentaire Arte, sachant que la durée sera à peu près 10 minutes, pour donner toutes les clés de lecture de la thématique aux visiteurs. Puis après, ces visiteurs passeront dans cette salle immersive, où donc cette salle immersive, vous voyez, on est sur un rectangle de 16 mètres de long sur 4,50 m à peu près de large, qui elle est complètement recouverte d'écrans LED au mur, mais aussi au plafond. Donc le LED a été choisi, nous, pour des questions purement techniques et logistiques. On est sur un bateau, le plafond est à 3,30 m de haut, donc on n'avait pas trop le choix pour la technologie. On a longtemps étudié les vidéoprojecteurs, mais en fait la problématique des ombres portées et du nombre de vidéoprojecteurs était vraiment non résolvable. Donc on part vraiment sur un full rectangle en écran LED avec un pitch de 1.5. Donc pour ceux qui connaissent, on est vraiment sur une résolution de très grande qualité. Et donc là, dans cette étape-là, on aura vraiment un spectacle immersif où on se permettra de jouer vraiment sur les formes, sur des effets de spectacle, vu que toutes les clés de compréhension auront été données aux visiteurs avant. Après cette étape, les visiteurs sortiront par l'avant du bateau et passeront sur le pont arrière où là, on leur proposera une expérience immersive sonore sur laquelle on travaille avec IRCAM Amplify, donc, que l'on appelle un voyage sonore en Méditerranée. Donc vous voyez, donc, tout ça est traité dans une même thématique sur une expérience qui au total durera 45 minutes. On a un autre pari technique et contenu qu'il faut relever, ce sont les langues. Le bassin méditerranéen, on va visiter 15 pays en 18 mois, donc ça fait 12 langues à traiter à peu près. Donc c'est de la traduction simultanée à travers un casque qui sera distribué vraiment au tout début, un casque qui est pensé pour la traduction et la synchronisation, mais aussi pour pouvoir marcher en son binaural, vu que ce sera le même casque qui sera utilisé pour l'expérience IRCAM sur le pont supérieur. Au total, le bateau est grand pour justement pouvoir accueillir un grand nombre de visiteurs pour que ces 15 jours soient vraiment optimisé pour justement présenter ces nouveaux formats et ces nouveaux points de contact au plus de monde possible. Donc par jour, on pourra accueillir jusqu'à 2000 visiteurs. Puis après, bien sûr, il y a le village qui, lui, a été pensé pour en accueillir 10 000, autour de 10 000, sur tous les week-ends, je pense. Donc on a quand même un reach d'audience assez large. Et pour ne pas se limiter, encore une fois, à la visite du village, on rencontre, tout est gratuit, c'est fabuleux, on a des nouveaux points de contact avec l'art, on crée des outils numériques pour proposer d'aller plus loin après la visite. On a une académie en ligne, Art Explorer Academy, qui propose déjà du micro-learning, et donc on va proposer du contenu spécifique en lien avec les thématiques du village et du bateau pour aller plus loin à toutes les populations qui auront visité le bateau, et donc là encore dans 12 langues sur les 15 pays que l'on visitera à partir d'octobre 2023. Eh bien, merci beaucoup. Sur ton intervention, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir ce qui ressort en termes d'itinérance. On a vu quasiment tous les formats, tous les modes de transport sont envisageables, manque l'avion. Mais globalement, en fait, on arrive sur des modèles en fait, d'itinérance qui sont particulièrement riches. Et comme pour faire un pont aussi avec hier, on l'a vu, ce type d'œuvre, ce type d'expérience, d'exposition numérique immersive, étant donné qu'elle coûte très cher à la conception, il est nécessaire de penser à l'itinérance. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième aussi, c'est d'aller chercher des publics, grâce à ces formats, qui sont plus facilement, entre guillemets, transportables, on peut aller chercher de nouveaux publics, les élargir, les diversifier. Donc tout ça, en fait, on y reviendra, bien sûr, tout au long de ce panel, puisque c'est un des thèmes qu'on abordera. La deuxième chose aussi qui revient pas mal, c'est cette richesse et cette hybridation que vous envisagez dans votre programmation culturelle. Hier, on évoquait le fait qu'il était nécessaire de mélanger différentes compétences, différents métiers, on en a reparlé aussi ce matin, pour produire en fait ce type d'expérience. Et on le voit dans la programmation, l'immersion finalement est une brique, l'immersion numérique est une brique parmi d'autres formes, d'autres éléments de programmation, et permettent de faire éclater des silos disciplinaires et d'avoir des approches en fait qui mélangent à la fois le cinéma avec Nicolas Saada, qui mélangent la danse avec
Sidi Larbi Cherkaoui. Donc vraiment, en fait, pour le coup, une richesse en fait, disciplinaire. Et enfin, peut-être le troisième point aussi qui revient pas mal, c'est l'ancrage local. C'est le fait d'aller chercher les publics, de s'y ancrer et de développer en fait finalement cette approche-là. Et c'est notamment un des sujets en fait qui est porté par les microfolies depuis quelques années et ce qui permet de faire la transition avec Adriane Martin qui va nous parler donc des microfolies. Donc bonjour à tous, moi c'est Adriane Martin, je suis responsable des collections numériques donc de Microfolie. Alors Microfolie c'est quoi? C'est un dispositif de politique culturelle qui est porté par le ministère de la Culture, mais qui est coordonné par la Villette et qui a été créé en 2017. Donc le postulat de départ de Microfolie, c'est quoi? C'est cette volonté en fait de ramener ce qu'on appelle les trésors de la nation au plus près des territoires et de se dire voilà que la Joconde ce n'est pas qu'aux Parisiens et le château de Versailles ce n'est pas qu'aux Versaillais, c'est à tous les Français, qu'ils soient voilà, dans des territoires enclavés, à l'étranger ou bien même sur les territoires ultramarins. Donc c'est vraiment avec cette volonté-là que le projet Microfolie est né. Pour ce faire, on a mis en place ce qu'on appelle un musée numérique. Donc pour accueillir une microfolie, non, c'est toujours bon. Pour accueillir une microfolie et un musée numérique, c'est très simple. Il vous faut seulement 4 choses. Un espace de 100 mètres carrés, une connexion Internet, une prise de courant et un médiateur. Donc c'est assez simple. Les trois grands objectifs du réseau Microfolie, c'est comme je le disais, rendre accessible la culture à travers, donc, par le biais de ce musée numérique-là. Le musée numérique Microfolie, c'est aujourd'hui le plus grand catalogue d'œuvres d'art en France, avec 2600 œuvres pluridisciplinaires. Donc dans ce catalogue, on va retrouver de l'archéologie, du design, de la mode, du spectacle vivant, des beaux-arts. On va vraiment retrouver un panel d'œuvres qui va montrer toute la diversité du patrimoine et de la création contemporaine française. Ces 2600 œuvres nous proviennent de musées et institutions culturelles françaises et internationales. Nous, on s'appuie vraiment sur les institutions pour choisir ensemble les œuvres qui rejoignent ce catalogue. On peut citer parmi les institutions voilà, qui font partie du réseau Microfolie, on peut citer le musée du Louvre, l'Institut du monde arabe, l'Opéra national de Paris, le musée du Prado, mais aussi des institutions peut-être un peu plus confidentielles, comme par exemple le musée du Papillon. Donc les choix de ces œuvres pour le catalogue, il y a deux grands critères. Le premier, ça va être bien sûr l'intérêt scientifique et artistique de l'œuvre, mais le second critère de sélection pour faire partie du catalogue Microfolie, ça va être la qualité des numérisations que les musées peuvent nous fournir, puisque bien sûr, plus la qualité de numérisation va être haute, plus le rendu dans le musée numérique va être exceptionnel et plus l'expérience sera immersive et dynamique. Le deuxième objectif de Microfolie et du musée numérique, ça va être d'animer les territoires, puisque de fait, on va sur des territoires qui sont enclavés, on va sur des quartiers politiques de la ville, on va sur des territoires ultramarins. Donc la Microfolie va s'appuyer sur le réseau existant de vie culturelle associative, ou va en créer une, et donc va de fait animer ce territoire-là. Et enfin, le troisième objectif de Microfolie, c'est favoriser la création, non seulement à travers les ateliers de médiation et de pratiques culturelles et artistiques qui vont émaner des microfolies en lien avec le musée numérique, mais aussi grâce à l'accueil d'artistes. Microfolie, c'est aussi un lieu où on accueille les artistes grâce à une programmation qu'on a montée à la Villette qui s'appelle Micro-Festival, qui permet à n'importe quel territoire d'accueillir des artistes. Donc ça va être des artistes plasticiens ou du cirque, de la magie nouvelle, peu importe. Et donc le ministère de la Culture prend en charge l'accueil de cet artiste-là. Donc comment ça fonctionne, ce musée numérique? Il y a deux modes qui s'adressent à deux publics différents. Le premier mode, ça va être le mode qu'on appelle le mode libre. En fait, on va avoir, donc, ça se présente sur un grand écran et des tablettes. On va avoir sur le grand écran des films animés qui vont présenter 60 à 80 œuvres de manière assez ludique, avec une musique, avec des jolies transitions. Et si une œuvre plaît au public, elle a seulement à appuyer sur la tablette, sur le petit cœur, et va avoir accès à tout un tas de contenus sur cette œuvre. Par exemple, un film passe, je vois la Joconde,
je ne connais pas, je clique sur la tablette, je vois donc une image, la Joconde, où je peux zoomer et rentrer dans les détails du tableau. C'est là où la numérisation la plus élevée possible prend son sens, puisque par exemple pour le Jardin des Délices de Bosch, je peux rentrer vraiment dans les détails du tableau et découvrir le tableau en profondeur, chose que je ne peux pas faire quand je vais au musée. Et je vais avoir accès donc à son cartel, des textes explicatifs, des vidéos de médiation, des jeux et tout un tas d'autres œuvres en lien avec cette œuvre. Et en fait, les textes et les cartels que je vais retrouver dans la tablette, ce sont les textes et les cartels et les outils de médiation que je vais retrouver dans le musée. C'est-à-dire que dans le musée numérique et dans Microfolie, les institutions restent maîtresses de leur discours, puisque nous, on n'écrit rien. C'est vraiment, vous allez vraiment retrouver le cartel de la Joconde comme si vous alliez au Louvre. Et ce qui nous intéresse ici, dans ce musée numérique-là, c'est de voir que en fait, le discours du musée du Louvre n'est pas le même que le discours du Quai Branly, qui n'est pas le même que le discours du muséum. Le mode visiteur libre s'adresse donc plus à un public passant, puisqu'en fait le film continue de tourner lorsque vous cliquez sur la tablette. Ce qu'on a voulu reproduire ici, c'est la déambulation dans un musée et inciter à revenir à Microfolie. C'est-à-dire que quand vous allez dans un musée, vous allez vous arrêter sur une œuvre, passer certaines, et puis vous allez revenir et peut-être vous arrêter sur la même œuvre ou sur d'autres. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu recréer avec ces films, avec ces collections-là. C'est cette envie de déambulation. Le deuxième mode du musée numérique, c'est le mode conférencier. Là, ça s'adresse plus à un public scolaire. Il faut savoir que les scolaires, c'est un peu le public cible quand même de Microfolie. C'est le public qu'on accueille le plus. Ça va être vraiment par ce public-là que Microfolie va se déployer et va se faire connaître, puisqu'ensuite, on a remarqué que le public des scolaires ramène ensuite les parents à la Microfolie pour découvrir le mode visiteur libre. Donc le mode conférencier, comment ça marche? Le médiateur de la Microfolie, il a accès sur son ordinateur à notre catalogue des 2600 œuvres et va pouvoir lui-même créer sa propre collection. Il aura par exemple juste à cliquer, à taper impressionniste et va tomber sur toutes les œuvres ayant ce thème-là sur le musée numérique. Il va donc pouvoir créer sa collection, la diffuser sur le musée numérique et ensuite jouer avec les œuvres, les comparer, zoomer, envoyer des jeux, dessiner dessus pour faire sa propre conférence et il va devenir donc vraiment maître du musée numérique. Donc vous l'aurez compris, ce musée numérique-là, c'est le noyau de Microfolie. C'est vraiment l'épicentre. Toutes les Microfolies ont un musée numérique, mais elles peuvent aussi avoir d'autres modules, notamment par exemple un espace de réalité virtuelle. Un espace de réalité virtuelle en lien toujours avec les œuvres que l'on propose. Nous, la Villette, on n'est pas créateur de contenu. Pour la réalité virtuelle, on va s'appuyer sur des contenus déjà existants, que ce soit du Muséum d'Histoire naturelle ou de l'Institut du monde arabe ou de l'Opéra national de Paris. Ce sera du contenu vert, toujours en lien avec le musée numérique. On a aussi d'autres contenus qui ne sont ni numériques ni immersifs, puisqu'on propose dans les Microfolies des ludothèques pour toujours ramener un peu à des médiations un peu plus traditionnelles, un peu plus des médiations papier. Et là, on s'appuie sur des publications jeunes publics ainsi que des jeux et des outils des établissements partenaires. Microfolie, c'est un projet assez jeune, on a 5-6 ans, mais c'est un projet qui a vraiment trouvé son public, puisqu'aujourd'hui, au niveau du déploiement Microfolie, on est vraiment sur tout le territoire français. On a 350 Microfolies ouvertes. Une Microfolie, c'est toujours pérenne. Quand vous ouvrez la Microfolie, c'est une Microfolie qui doit rester, c'est pas une Microfolie qui ferme 2 semaines après. Donc ce sont des lieux pérennes. On est présent sur tout le territoire français, dans des lieux assez communs, comme des médiathèques, ou alors des musées, mais aussi des lieux un peu plus insolites. On va nous trouver dans des halls d'immeubles, dans des salons de coiffure, sur des bateaux en Bretagne. Aujourd'hui, ces 350 Microfolies-là, c'est une première étape, puisqu'on a un objectif de couvrir le territoire avec 1000 Microfolies qu'on doit avoir rempli en 2024, objectif qui sera atteint, puisque rien que depuis qu'on a édité cette carte, une vingtaine de Microfolies ont ouvertes. Et on est aussi présent sur le territoire étranger, notamment dans le réseau des Alliances françaises et des Instituts français, avec une mission, toujours cette mission de démocratisation, bien sûr, mais plus avec une mission de promotion du patrimoine et des collections françaises. Merci beaucoup.
Donc vous le voyez, une véritable diversité d'offres pour le coup, en fait extrêmement variées, avec des formats de contenu extrêmement diversifiés, et puis un maillage territorial en fait qui est très pluriel. Il y a de plus en plus d'initiatives de ce type-là en fait qui se développent entre Muse qu'on a évoqué hier, les Microfolies, Art Explorer, enfin l'Art Explorer. On a aussi des initiatives locales comme les musées de Reims en fait qui ont développé aussi leur propre musée nomade. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment en fait cette diversité d'offres qui est particulièrement riche. Alors peut-être justement par rapport à cette diversité d'offres, peut-être qu'on pourrait revenir sur les publics et voir quels sont donc les différents types de publics que vous souhaitez accueillir, et éventuellement en fait essayer de voir globalement en fait quelles sont vos spécificités aux uns et aux autres dans la façon de les aborder. Peut-être si on peut revenir sur par exemple sur l'Institut du monde arabe. Sofiane, il y avait tout un ensemble de chiffres que vous aviez évoqués qui sont particulièrement parlants. Est-ce que vous avez des chiffres de fréquentation éventuellement sur Kéops? Alors sur Kéops, on ne communique pas sur le chiffre de fréquentation, mais vous pouvez faire... Enfin, puisque la jauge, ce que je disais, on était sur une jauge d'une centaine un peu plus de 100 visiteurs par heure. Et il y a une contrainte, puisque la contrainte est technique, c'est-à-dire que l'espace ne permet pas d'accueillir plus de monde. Donc, c'est ce que je disais au début, on ne peut pas faire du volume comme on fait sur une exposition, comme là on a une exposition de sur Samarcande et l'Ouzbékistan, qui a débuté il n'y a pas longtemps. Là, on est sur plusieurs milliers de visiteurs par jour. C'est pas possible de le faire sur une expérience VR comme Kéops, puisqu'on a une jauge qui n'est pas une jauge de 500 par heure ou 600 par heure, on a une jauge qui est limitée à 120. Donc après, la fréquentation se calcule, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est pas l'enjeu de la fréquentation, c'est pas un enjeu. Je pense qu'effectivement, le fait d'attirer de nouveaux publics, c'est l'enjeu. J'ai parlé beaucoup du public familial parce que c'est une clé d'entrée aussi pour toucher les jeunes. Les jeunes, je parle en individuel. Je ne parle pas de l'aspect scolaire ou périscolaire, puisque ça, il y a effectivement de nombreuses actions qu'on met en place pour faire venir les groupes scolaires via les écoles ou les centres de loisirs ou le champ social que j'ai évoqué précédemment. Mais le public jeune, on a toujours des difficultés à attirer les jeunes dans les musées. Et donc, effectivement, les expériences comme celle-ci sont intéressantes puisqu'elles permettent d'aller chercher un profil de visiteur qui est, on va dire, plus connaisseur et qui a plus l'habitude de ce type d'expérience. Néanmoins, on est passé beaucoup par les parents ou les grands-parents pour Kéops. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit, hein, qu'il y a une représentation en fait des publics familiaux. La tranche d'âge la plus importante, c'est plus de 50 ans. Il y a plus de 50% de gens qui avaient plus de 50 ans à Kéops. Donc c'est ce qui nous a un peu surpris parce qu'on se pensait, nous, qu'on allait avoir... mais en fait, non, c'est beaucoup donc, de parents et de grands-parents et qui sont venus avec leurs enfants. Je pense que l'Égypte, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est aussi lié au sujet. Je pense que le sujet fait aussi les publics qu'on a. Tous les sujets n'attirent pas tous les publics. Après, le biais de la tarification pose aussi un problème. Donc, le tarif, l'accessibilité fait que à des tarifs élevés, forcément, on va écarter certains types de publics et par conséquent, il faut mettre en place des actions spécifiques pour pouvoir, et des tarifications et des process pour pouvoir ouvrir, parce que probablement, le pass culture dont j'ai parlé, hein, est un de ces moyens qui est intéressant, puisque je pense que tout le monde connaît le pass culture, cette somme qui est allouée à des jeunes de 18 ans et qui leur permet d'acheter un produit culturel, que ce soit une activité, un livre. Et donc voilà, la question des publics, effectivement, nous, c'est les jeunes publics qui sont notre centre voilà, notre focus et le focus du président, hein, parce que c'est l'objectif. C'est pour ça qu'en termes de tarification sur les expositions, il y a de la gratuité pour les moins de 26 ans. Mais c'est plus compliqué sur ce type de projet quand ils ne sont pas financés à 100%, d'avoir la même politique tarifaire. Donc moi, je fais toujours le lien entre les publics et la politique tarifaire.
Donc en tout cas, un des dispositifs, a priori, c'est plutôt le pass culture, en tout cas pour les jeunes publics. Entre autres, oui, bien Entre sûr. autres, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, et ce que vous aviez évoqué, c'est le fait que ça peut tuer aussi une idée reçue, c'est de considérer que l'immersion en fait attire uniquement les jeunes publics. On se rend compte qu'en fait finalement c'est pas forcément le cas. J'ai parlé d'effet surprise aussi, hein, parce que ce que je disais, c'est qu'en termes de communication, quand on communique sur de l'immersif, les gens savent, il y a tellement d'offres différentes qu'on ne fait pas la distinction. Je pense qu'il y a le sujet qui a attiré, et il y a quand même eu un effet surprise auprès des personnes âgées qui ne savaient pas ce que je disais tout à l'heure, forcément qu'ils allaient avoir un casque et qu'ils allaient découvrir quelque chose de virtuel. Ça a été un peu une surprise, parce qu'en termes de com, on dit immersif. Bon, on avait fait précédemment Cité Millénaire. Cité Millénaire, c'est plutôt des écrans en 3D avec une immersion. Là aussi, on avait un public de musée classique. Mais effectivement, je pense qu'on a l'effet de surprise nous a permis d'attirer un public qui ne serait pas allé spontanément voir ça. Je pense que le fait que ça se passe à l'Institut du monde arabe, en fait, dans un lieu de musée, le public habituel y est allé, mais sans savoir ce qu'il allait voir. Et je pense qu'à contrario, puisque Kéops est aujourd'hui à Lyon, dans un centre commercial, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que là, la culture va aller dans un espace qui est un espace de loisirs, mais en même temps avec une découverte et attirer un public qui ne serait pas venu à l'Institut du monde arabe ou dans un musée voir cette expérience. Donc je pense que l'effet, on a poussé, on va dire, l'expérience immersive auprès de publics qui ne sont pas forcément le public cible de ce type d'expérience. Voilà. En tout cas, pas le public naturel. Oui, et ce qui est assez fascinant aussi, c'est de voir les propositions que vous proposez, Michael, Philippe ou Adriane. En fait, où l'idée, c'est qu'il y a une fluidité des expériences où on sort du musée finalement pour aller vers d'autres publics. Je reviens sur cette notion un peu d'agora qui est envisagée dans la Art Immersive Box. Donc, c'est vrai qu'il y a une diversité de publics. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces différents publics que vous souhaitez accueillir, que ce soit aussi bien des publics qui participent que des publics qui sont accueillis, quoi. Je rejoins tout à fait ce que dit Sofiane. En fait, l'idée, c'est d'avoir un spectre de visiteurs le plus large possible. En fait, on n'a pas forcément les mêmes visiteurs en semaine ou le mercredi après-midi que le week-end. Effectivement, on a des seniors en semaine qui ont la liberté, comme on le voit à Paris, de pouvoir visiter des musées. Donc c'est aussi... et c'est des gens, comme le dit Sofiane, qui sont très très curieux, en fait. Ils sont assez technophiles. Ils aiment essayer des choses, ils aiment être surpris. Et je me souviens qu'à l'Atelier des Lumières, c'était quand même une grosse partie de notre clientèle en semaine. Le challenge, c'est d'attirer Madame Michu le mardi après-midi. C'est ça, en termes de marketing, c'est ce public-là aussi qu'il faut viser. Parce que le week-end, on est sûr de remplir à peu près. Il y a les familles, il y a les enfants. Mais le challenge, c'est vraiment d'ouvrir un lieu comme ça, immersif, et de s'adresser à un public qui naturellement n'irait pas forcément vers ce type de proposition-là. Je dirais aussi que la proposition culturelle est intéressante avec l'immersif parce que ça nous permet de décloisonner évidemment différentes pratiques. On en parlait, la danse, le cinéma, les réalisateurs, le jeu vidéo, le théâtre. En fait, il y a tout un mouvement aussi autour de ces technologies-là qui, je l'espère, vont permettre de décloisonner les pratiques, notamment en France. Je reviens du Québec et j'ai quand même été très surpris en venant en France par un certain conservatisme, et on le sait bien, de la vision qu'on a de la culture. On a souvent, malheureusement, sacralisé l'art et sacralisé ces grandes institutions culturelles qui se sont souvent tournées aussi, peut-être parfois un peu trop, vers des publics acquis touristiques en Asie. Et on a bien vu que lorsqu'il y a eu la crise du Covid, ils ont perdu 90% de leurs visiteurs. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est de faire venir les gamins des cités, les gamins des banlieues, les familles, à pousser la porte d'un musée. Et peut-être que la terminologie musée fait peur, donc peut-être qu'il faut l'appeler aussi d'une manière différente. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'on ne sera pas un musée. C'est un peu comme l'Atelier Lumière. On crée une expérience qui s'appuie sur des thèmes culturels ou pas. Ça peut être du divertissement. Mais le divertissement, c'est pas sale non plus. Quand c'est bien fait, ça peut être magnifique. Et les deux, le divertissement culturel, grâce à l'immersif, je pense que c'est une véritable opportunité pour s'adresser à un public
qui ne poussent pas forcément la porte des musées. Alors en termes de segmentation, effectivement, on peut attirer nous des scolaires avec un programme spécifique. Pour les scolaires, on parlait de l'Égypte. Effectivement, sur l'Antiquité, on peut avoir un programme immersif qui va permettre aux enfants de découvrir Rome avec Unreal, par exemple, avec une modélisation parfaite de la ville de Rome et leur permettre de se balader dans un décor, mais qui sera évidemment validé scientifiquement avec des archéologues. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis le soir, être plutôt dans de l'événementiel. Ça peut être la retransmission d'un spectacle qui est capté en distanciel et qui est retransmis en direct dans la box. Et puis le week-end, ça peut être des propositions plus loisirs sur d'autres thèmes. Donc en fait, moi je le vois aussi comme un espace programmable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer, tester des contenus, réaliser, et puis travailler évidemment avec des réalisateurs, des studios de création, leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent aussi tester des choses. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment au tout début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle industrie culturelle, et qu'on est vraiment en train de tester encore tous ces formats. Donc effectivement, rien n'est parfait, mais il y a une vraie appétence pour le grand public pour ça. Merci. Donc on le voit, donc il y a vraiment différents leviers aussi pour développer et attirer de nouveaux publics. Ça peut être des dispositifs existants comme le Pass Culture, ça peut être une diversité de programmation, et ça peut être aussi un ancrage local. Là, je m'adresse plutôt à Philippe sur le fait d'être en itinérance. Comment vous vous ancrez territorialement? Quel est le travail, finalement, tout le travail que vous faites en amont pour préparer en fait l'arrivée du bateau dans les différents ports? Donc, donc on a deux audiences, hein. Celles qui vont venir d'elles-mêmes. Et donc, pour faciliter leur venue, c'est où est-ce que l'on amarre le bateau et où est-ce que l'on met le village, déjà, premièrement. Parce que ça n'est pas un petit bateau, comme vous avez vu. Et donc, il faut tout de même s'inscrire au plus dans le centre-ville. À Marseille, ce sera facile. Ça ne sera pas facile partout. Donc, déjà, il y a une question de positionnement du bateau. Et puis après, donc, il y a aller les chercher. Et pour ça, donc justement, il y a déjà le festival qui sera dans le village, mais aussi dans l'espace public de la ville, dans d'autres institutions ou lieux culturels. Donc on crée un maillage territorial. Et puis après, donc il y a justement toutes les cibles des publics sur lesquels on aura travaillé depuis 6 mois avant l'arrivée du bateau, en s'inscrivant bien sûr. Donc en France, c'est plus facile, c'est d'identifier le rectorat, les différents leviers pour aller toucher les scolaires en semaine, ou nos institutions partenaires pour aller toucher leurs cibles classiques, donc les femmes de plus de 60 ans qui vont venir, donc Madame Michu le mardi. Donc là, on arrivera avec pas mal de contenus de communication déjà créés, qu'il faudra bien sûr remettre à la charte de la ville, la charte de l'institution. Et en fait, vraiment, c'est un long travail. C'est pour ça que dès l'année prochaine, on commencera à penser à la deuxième itinérance, même si la première n'est pas mise en place, parce qu'on doit rencontrer un petit peu toutes les strates du territoire pour que chaque strate porte la communication, se rende compte qu'on leur propose un événement de 15 jours à forte valeur ajoutée culturelle, donc pour qu'ils nous accompagnent pour toucher les cibles et les faire venir. Donc c'est vraiment un jeu d'organisation politico-diplomatique pour s'inscrire avec les bons relais, donc pour faire venir ces publics. Sachant que l'avantage de cet outil bateau, c'est qu'on sait très bien que beaucoup de publics viendront parce qu'ils auront vu un énorme bateau de loin, qu'ils se rendront compte que c'est gratuit, que ça va leur prendre 40 minutes dans la journée, et donc qu'ils vont passer le cap et découvrir cette expérience immersive. Donc il y a aussi appâté par la forme pour les faire découvrir le fond, et vraiment cet ancrage territorial qui prend beaucoup de temps et sur lesquels, pour chaque étape, donc 20 étapes dans 15 pays en 18 mois, toute l'équipe est mobilisée pour cet ancrage-là. Merci beaucoup. Donc effectivement, un ancrage territorial qui se prépare, qui demande du temps. Et par rapport aux microfolies, en fait, il y a tout un travail d'accompagnement que vous faites auprès des collectivités qui accueillent ce type de projet. Côté La Villette, est-ce que, Adriane, vous pouvez en dire quelques mots ? Bien sûr. Alors, il n'y a pas que des collectivités qui accueillent une microfolie, il y a aussi des associations, il y a aussi des collèges, etc. Donc, nous, on accompagne tous les porteurs de projets de A à Z, c'est-à-dire
dès le début pour la recherche de financement, que ce soit à travers des appels à projets, à travers des aides des DRAC, des préfets de région, etc., jusqu'au choix du matériel, mais aussi ensuite jusqu'à la programmation, puisqu'on va en fait tout au long de l'année aider les microfolies dans leur programmation culturelle en leur proposant des temps forts. Il y en a un par exemple le 16 décembre, ça va être une retransmission en direct de l'Opéra national de Paris et leur proposer des temps forts pour que les microfolies qui n'ont pas les compétences d'histoire d'art ou de médiation sur place puissent quand même proposer du contenu artistique et culturel de qualité et en lien avec les grands temps forts aussi du ministère de la Culture. Je pense par exemple au bicentenaire de la mort de Napoléon ou bientôt les Jeux Olympiques. Il y a vraiment un accompagnement aussi technique. Les microfolies sont en lien avec une hotline où elles vont pouvoir, s'il y a un pépin un samedi à 16h où le musée numérique ne s'allume plus, elles ont accès à une hotline où on va pouvoir leur réparer leur musée numérique en 2 temps 3 mouvements. Il y a vraiment cette volonté d'être toujours là pour elles et de ne pas les laisser, voilà, seules avec elles-mêmes. Il faut savoir qu'on est sur des territoires où souvent il n'y a pas de service communication dans les mairies, il n'y a même pas de service culturel. C'est le maire qui ouvre la microfolie, qui accueille les classes, qui ensuite balaye dans la microfolie, ferme la microfolie et ensuite le lendemain matin ouvre sa boucherie. C'est un vrai exemple. Donc on est vraiment là pour les accompagner dans toutes les étapes. Il y a aussi, on a aussi envie que le réseau soit un peu plus indépendant. Maintenant qu'on est à 350 microfolies, on va pouvoir aussi les mettre en relation et elles vont pouvoir s'échanger des conseils de bonne pratique, des outils de médiation. Par exemple, si la microfolie de Brive-la-Gaillarde a créé une super playlist sur Napoléon, pourquoi elle ne l'échangerait-elle pas avec la microfolie d'Amiens? Donc on est en train de monter, et c'est un énorme travail, une plateforme collaborative, donc une sorte de réseau social microfolie, où toutes les microfolies vont pouvoir échanger entre elles, voilà, s'échanger des tips de programmation, s'échanger des conseils sur le matériel et ainsi pouvoir voilà, se devenir un peu plus indépendant et vraiment transformer Microfolie en un énorme réseau. Aujourd'hui, on est le second réseau culturel de France après les bibliothèques et médiathèques, mais on a vraiment aussi envie qu'il soit un peu plus indépendant et ensuite puisse se débrouiller in fine son nom. Merci, donc ça permet de voir aussi l'effet de mise en réseau qui est particulièrement fort dans ces initiatives-là. Est-ce que vous avez des questions un petit peu au sein du public? Voilà, donc je vous en prie. Pardon, vous m'entendez? Ouais. Oui. Vous avez parlé de gratuité, je crois, pour ce projet. C'est-à-dire que, enfin, bon, et du coup, je m'interroge sur le financement d'une telle opération parce que c'est quand même assez coûteux, même si c'est la volonté de Frédéric Jousset. Mais du coup, quel est votre modèle économique pour ça? Donc déjà, à l'échelle du projet, le bateau n'est pas à la possession d'Art Explora. Le bateau est mis à disposition d'Art Explora 8 mois par an. Et vous avez raison, tous les événements vont être gratuits, que ce soit du bateau, la VR, les activités, le festival, tout est gratuit. Et donc le financement, ce sera donc différentes subventions européennes, territoires, certains pays, et du mécénat, du sponsorship classique que vous pouvez imaginer sur un bateau, les grandes voiles et les logos qui vont bien, donc avec des partenaires à l'échelle de toute l'itinérance, aussi bien que des partenaires à chaque étape pour venir financer et faire en sorte que toute l'itinérance soit couverte par différents ressources. D'accord, merci. Et j'ai une deuxième question, pardon, pour l'Art Immersive Box, où je me demande, vous parlez d'événements le soir dans cette salle, et je me demande comment vous allez travailler dans les régions où il y a d'ores et déjà des équipements. Est-ce que parce que j'imagine qu'il peut y avoir un effet de concurrence, par exemple, dans certaines régions qui ont déjà du mal, peut-être, à faire venir des visiteurs dans des équipements qui ont été très coûteux. Donc, comment vous envisagez la collaboration avec ces équipements ? Alors en fait, c'est une bonne question. L'idée, c'est qu'on reste quand même très peu de temps. C'est un événement. C'est comme quand on fait un concert
dans une ville, en fait. Là, on s'installe effectivement un peu plus longtemps, c'est un mois et demi. L'idée sur des événements le soir, c'est d'amener quelque chose de différent. C'est pas de remplacer une offre qui existe déjà. Donc on ne va pas faire de cinéma, on ne va pas faire de théâtre, il n'y aura pas forcément de spectacle vivant dans la box, mais on veut amener d'autres pratiques ou proposer des choses qui sont impossibles à monter sans l'équipement de l'Immersive Art Box. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener un nouveau regard sur ces pratiques culturelles nouvelles liées à la technologie, à un public qui est complètement éloigné de cette offre aujourd'hui. Et il faut vraiment sortir de Paris pour s'en rendre compte. Moi, j'habite en province, j'habite à Nogent-le-Rotrou, dans le Perche. D'ailleurs, je te remercie parce que le MUMO est venu à Nogent-le-Rotrou, ça a été complètement fou. Il n'y avait pas de place, il n'y avait plus de place le soir. Enfin, il y avait vraiment une appétence dans un petit village une petite ville comme Nogent pour ce type de proposition-là. Donc ça n'a pas concurrencé le cinéma Rex de Nogent qui n'a pas vu sa fréquentation diminuer. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Il se passe des choses dans la ville. On fait sortir les gens, on les intéresse à de nouvelles pratiques. L'idée, c'est juste de réintéresser les gens à de nouvelles pratiques culturelles. D'accord, merci. Bonjour, j'avais une question en fait par rapport au point de diversification des publics dont vous parliez, que grâce à l'immersif, on pouvait toucher d'autres publics, mais vous n'avez pas du tout parlé de l'enjeu de communication, avoir des nouvelles expériences immersives avec des sujets peut-être qui s'adressent à des personnes qui vont moins classiquement dans les musées. Il faut encore savoir en fait qu'il y a cette offre-là qui est présente. Et aujourd'hui, on a plein de leviers nouveaux, numériques ou digitaux, pour aller peut-être toucher des personnes différentes. Et je me demandais comment vous aviez travaillé ce point pour faire savoir à des personnes issues du champ social ou des personnes qui d'habitude ne viennent pas au musée, ou à Madame Michu, qu'elle peut venir le mardi après-midi. C'est un point que vous n'avez pas abordé, donc je serais assez curieuse de savoir comment vous l'avez travaillé par rapport à vos projets. Alors l'idée en communication, nous, en termes local, on va évidemment s'appuyer sur les réseaux locaux, donc la presse locale, les offices du tourisme. Alors quand il y a un service culturel, généralement, ils communiquent aussi auprès de la population. Ça peut être aussi s'appuyer sur le bulletin municipal où on a le programme des animations. L'idée, c'est qu'on ne va pas arriver dans une ville du jour au lendemain. On va s'inscrire aussi dans une programmation culturelle, annuelle. Donc il faudra qu'on définisse aussi notre plan de tournée bien en amont pour qu'on puisse s'inscrire dans une programmation culturelle dans la ville, ou pas, parce que parfois ça va coincer, parce que, comme vous le savez, la France est le premier pays touristique du monde, donc ici il passe beaucoup de choses. Il y a plus de 15 000 festivals en France chaque année, donc il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les territoires, donc il va falloir qu'on puisse s'inscrire comme ça dans cette programmation. Donc on va vraiment s'appuyer sur les réseaux de communication locaux, donc le bon vieux journal local, la bonne presse locale, et puis évidemment les réseaux sociaux aussi locaux qui sont très présents. Et aussi les relais, parce que c'est les relais associatifs qui sont importants aussi dans ce domaine-là. Donc pour nous, à l'Institut du Monde Arabe, c'est des relais qu'on connaît. Donc il y a un travail qui est fait à la fois sur le champ social et sur l'associatif toute l'année. Donc c'est un peu les mêmes relais qu'on sollicite pour leur présenter une offre qui est effectivement différente. Mais on doit s'appuyer aussi sur les acteurs locaux, c'est ce qui a été quand même beaucoup dit, qui connaissent aussi leur public. Donc les villes, les collectivités locales et territoriales sont nos principaux interlocuteurs quand on cherche à faire venir de nouveaux publics. Voilà, eux-mêmes ont aussi des programmes et des financements qui sont faits, qui sont prévus pour ça et sont à la recherche de projets innovants ou d'activités en lien avec les populations territoriales. Parce que bon, il y a des populations. Nous, notre spécificité, c'est bien entendu le monde arabe. Il y a une population en France d'origine du monde arabe. Il y a les programmes scolaires qui parlent du monde arabe. Donc on a déjà un ancrage, on va dire, territorial et des relais qui nous ont permis, en tout cas pour Kéops, comme on l'a dit tout à l'heure, de toucher pas les scolaires, puisque ce n'était pas une période qui était favorable aux scolaires, mais de pouvoir faire venir en tout cas des publics empêchés ou des publics éloignés des musées.
Je rebondis juste sur Horizon. Est-ce que vous avez communiqué de la même façon qu'une autre exposition classique ou est-ce qu'il y a eu éventuellement des spécificités? Non, pas forcément différemment. On a peut-être été, comme c'est une communication d'été, on a été plus présent sur le public touristique, donc dans des espaces et des lieux comme les gares, les aéroports et des choses comme ça. Mais pas forcément une communication différente. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de faire une affiche sur du virtuel aussi. Ça a été tout un cassement de tête. Comment présenter quelque chose de virtuel, quel titre, quel sous-titre. Bon, c'est pas évident. En tout cas, on a eu beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si le résultat, parce que l'affiche était devant vous tout à l'heure, a été à la hauteur, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué de communiquer et de montrer. Qu'est-ce qu'on montre quand on parle de virtuel? Ça a été difficile. Mais on a en tout cas eu un ambitieux plan de communication en ciblant toutes les tranches d'âge, tous les publics. Voilà. Donc on est arrivé à cette affiche. Voilà, ça n'a pas été facile. Et pour Art Explorer, pour rentrer vraiment dans le concret, Malte va être l'une des étapes qui va arriver très vite. Donc quand je dis très vite, c'est en mars 2024. Et donc on est déjà avec les équipes marketing de l'institution partenaire qui va donc porter le festival et la programmation d'une partie du village. On est déjà avec l'équipe marketing et leur service des publics pour identifier les publics, quels leviers, qu'est-ce que nous on va proposer comme asset de communication, mais qu'est-ce que eux vont pouvoir proposer. Donc on est vraiment en co-construction et là largement en amont justement parce que Malte est quand même une ville, enfin une île très touristique, mais on veut s'adresser à des communautés locales. Donc on a déjà identifié, par exemple, ils travaillent beaucoup avec des communautés de migrants qui sont plutôt dans le nord de l'île principale. Et en ce moment, ils développent pas mal tout ce qui est résident dans des EHPAD. Donc peut-être qu'on les fera prévenir, mais on est en train de prévoir des outils pour qu'ils aient, ils sont en tant que non connectés, tout de même accès à travers des jeux au contenu. Donc là, c'est vraiment l'exemple de grosse anticipation pour pouvoir justement bien faire que tout sera aligné pour les 15 jours de présence. Bonjour, Pierre Héniche pour Beaux-Arts et compagnie. Une question, alors déjà merci à tous pour vos interventions. Et une question, on voit donc l'enjeu de la diffusion des expériences immersives aujourd'hui. Comment vous faites le choix du matériel et de la technologie en fait, pour vos diffusions? Et est-ce que les usages des publics influent sur votre choix et notamment en fait entre la différence de contemplatif ou interactif? Voilà, merci. Alors pour Microfolie, c'est le choix du matériel a été de faire tout simplement au plus simple, puisqu'on s'adresse à des collectivités, à des associations, à des porteurs de projets, voilà, qui ont quand même assez peu de moyens. Du coup, le matériel, je peux vous donner un chiffre, on donne un chiffre de 40 000 € pour le matériel pour une Microfolie. C'est un chiffre, donc c'est du matériel que les communautés ou les associations achètent. Donc ensuite, c'est leur matériel et elles peuvent l'utiliser à d'autres fins. Mais nous, dans une démarche déjà d'économie et aussi d'écologie, on incite les communautés ou les associations à utiliser le matériel qu'ils ont déjà. Par exemple, s'ils ont déjà un jeu de tablette, ils peuvent très bien reprendre ces tablettes-là. Nous, on va vraiment mettre le focus sur l'importance du vidéoprojecteur pour que l'image projetée sur le grand écran, voilà, soit la plus impressionnante possible et rendre le plus possible grâce à l'œuvre d'art. Je pense que ça va être sûrement assez différent pour vous. Mais en tout cas, voilà, nous, on est vraiment sur cette volonté-là d'économie et aussi de récupération de matériel. Donc, concernant le bateau, c'est de la pure R&D. On est accompagné par des partenaires audiovisuels spécialisés.
Donc avec en plus différentes expertises, c'est de l'audiovisuel spécifique bateau où chaque millimètre carré compte, donc il y a une vraie optimisation du câblage et du positionnement. Et justement, on s'est posé beaucoup de questions sur l'interactif, les vidéoprojecteurs, comme je me le disais, versus écran LED, et pour des questions aussi bien de flux que de confort de visionnage, on est parti sur du contemplatif, on n'a pas d'interaction, mais on s'est posé longtemps la question, mais ça n'aurait pas été optimum d'accueillir 40 personnes dans cette salle en proposant de l'interactif. Donc peut-être qu'on y reviendra, hein, c'est une première itinérance, il y en aura plein d'autres, mais là, vraiment, sur les études de plan et de comportement, on reste sur du contemplatif. Pour Immersive Artbox, j'en ai parlé, donc la vidéoprojection pour nous était importante parce qu'il y avait un souci écologique et un souci de transport et d'installation aussi assez rapide. Donc la vidéoprojection faisait beaucoup de sens sur ces formats-là de projection. Sur l'interactivité, on s'est aussi positionné en se disant qu'on ne va pas s'interdire d'en faire. Mais c'est pareil, l'interactivité, il ne faut pas que ce soit juste un gadget pour que quand on soulève la main, ça fasse un effet. Bon, pour moi, ça n'apporte rien. Et puis, on peut casser aussi une certaine forme de contemplation. Nous, on l'a essayé à l'Atelier des Lumières. On s'est rendu compte très rapidement que les enfants étaient dans une forme de jeu et de gamification de l'expérience et que les deux types de clientèle pouvaient s'entrechoquer parfois. Alors du coup, on est plutôt en train de se dire qu'on va prévoir des séances pour les enfants, notamment le mercredi après-midi, pour les centres de loisirs, pour les familles, pour leur permettre de tester justement l'interactivité, d'être dans des formats, donc on est en contact avec des éditeurs de livres pour enfants, pour les adapter en immersif et dans des comptines, du chant et apprendre en s'amusant, où là les enfants vont pouvoir vraiment, comme dans une récré, chanter, hurler, comme ça. Donc voilà, on va en tout cas pouvoir essayer tous ces dispositifs-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous propose peut-être une dernière question et après on va boucler. Oui, merci beaucoup. Juste une dernière question, alors qui est assez vaste, mais à laquelle vous allez peut-être répondre de manière assez ciblée. C'est une question sur le modèle économique. Donc, on a des institutions ou des porteurs publics comme l'IMA et les microfolies qui sont largement subventionnés. Art Explora, vous nous avez expliquer comment vous souteniez la gratuité. Et donc, c'est une question plutôt pour la Artbox, parce que vous avez une ambition qui est très vaste. Hein, et donc, peut-être vous pouvez répondre spécifiquement sur le prix ou plus globalement sur le modèle économique, si on a le temps d'y répondre. Je pense que c'est une question importante. L'idée, c'est toujours l'accessibilité. Donc, nous, ça passe aussi par le prix. Donc, on aura une tarification autour de 12-13 € en plein tarif, avec des tarifs pour les scolaires et des tarifs plus bas pour aussi, et puis voir de la gratuité aussi pour des associations ou des centres de loisirs en lien avec les villes. Donc on a une tarification assez basse et évidemment le business model repose sur la vente de billets. L'idée c'est qu'on s'affranchisse aussi de la subvention d'exploitation. On est une entreprise privée, qu'on ait des accords et des soutiens des collectivités locales, très bien. Qu'on ait aussi besoin d'argent pour lancer le projet et être accompagné par la puissance publique, très bien aussi. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, on puisse voler nos propres ailes et que notre business model soit viable, exactement. Moi, je voulais juste faire une petite précision sur l'Institut du Monde Arabe, qui est une fondation de droit privé. Donc, on n'est pas public. On a une partie de subvention, effectivement, du ministère des Affaires étrangères. Et le reste, donc, c'est effectivement la billetterie et le mécénat et d'autres subventions qu'on essaye d'avoir. Donc, on n'est pas financé à 100%. Et dans le cadre de Keops, le financement s'est fait entre l'Institut du Monde Arabe et Keops. Voilà. Donc, il y avait un échange et on a porté le projet qui est arrivé tard. Donc, il n'y a pas eu de mécénat, mis à part sur la partie champ social. On avait bien entendu des partenaires, mais c'est nous qui avons porté le projet et beaucoup émissive, surtout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette diversité d'expériences, cette diversité de modèles économiques, d'exploitation, de distribution et aussi la diversité des publics en fait, que vous accueillez et vous contribuez à l'élargissement de ces derniers.
Donc merci beaucoup. On se retrouve à 11h30 pour une dernière thématique sur la digitalisation des événements et des projets culturels. Merci, au revoir. Merci.